Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, nous sommes lundi soir, donc je viens tout juste de terminer le vlog précédent et j'en ai profité pour en ouvrir un nouveau, en habit de soirée, comme vous pouvez le voir. Et puis, ben voilà, donc une nouvelle semaine qui commence, changement d'heure, petite fatigue, donc peut-être que la concentration va être un petit peu moins là cette semaine, je ne sais pas trop. Puis je sais pas pour la semaine, mes plans sont pas vraiment différents de celles de la semaine dernière, c'est-à-dire que j'aimerais bien avancer mon défi littéraire morceau féminin. En fait, tout simplement me donner l'excuse, la belle excuse, de lire des autrices ou de découvrir des autrices. Ça avance bien, je suis rendue à 5 catégories sur 8 de rempli, mais j'ai surtout eu l'opportunité de découvrir vraiment des plumes intéressantes, donc ça atteint son objectif complètement. Merci Fluent Books. Et en fait, là, il me reste très techniquement, si je me souviens bien, un classique, un roman historique et un roman d'une autrice iranienne. Pour l'autrice iranienne, je vais vous référer en fait à ma petite vidéo parce qu'en fait, entre-temps, j'ai changé vraiment beaucoup de choses, mais ça, je pense que ça pour l'autrice iranienne, je pense pas que ça va changer beaucoup. J'avais choisi, je crois que c'est Zoya Pirzad. Je vais vous mettre le lien quelque part ici vers la vidéo pour le défi marceau féminin. Et c'est ça. Dans le fond, j'avais envie de lire un de ses romans. Et sinon, j'avais peut-être, je me souviens pas c'est quoi son nom, c'était La librairie à Téhéran, mais je suis pas certaine. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus comme de la romance, malgré sur fond de crise sociale, mais on dirait que ça me tente peut-être un peu moins. Fait que je pense que je vais m'en tenir à la première idée de Zoya Pirzad, puis découvrir cette autrice-là. Pour les romans, pour le classique, je sais pas trop quoi faire. J'avais essayé Persuasion, mais je sais pas si je vais lire celui-là. Je vais peut-être me prendre un autre Jane Austen, parce que dans le fond, je me suis rendu compte que j'avais jamais lu, oui, je sais, j'avais jamais lu Northanger Abbey ni Mansfield Park. Donc, je les ai à la maison également. Donc, je pourrais peut-être... Je crois que Northanger Abbey est plus court. Peut-être que je pourrais essayer de lire celui-ci. Soit je le prends comme un classique ou je le mets comme un livre, un roman historique, parce que c'est clairement un roman historique. Donc, peut-être que je pourrais faire ça, puis me trouver un autre classique à lire. Je vais regarder. Je vais voir ce que je peux trouver. Puis, ben, c'est ça. Donc, je vous tiendrai au courant au cours de la semaine. Sinon, jusqu'à maintenant, le plan pour ma lecture audio de la semaine, c'est que j'ai reçu finalement, sans crier gare, ma réservation d'un livre audio que j'avais fait auprès de ma bibliothèque publique. Et c'est le tome 3 de la série The Thursday Murders. Thursday, j'ai la misère avec ce titre-là. Thursday Murders Club de Richard Osman. Et là, je sais que c'est pas une femme, mais bon, moi, la façon dont je vis mon Mars au féminin, c'est que j'essaie de lire le plus possible de femmes, d'autrices, en fait. Mais je m'empêcherai pas d'évoluer dans les livres que j'ai envie de lire, comme celui-là, dans le fond, était quand même arrivé dans les emprunts. J'ai peut-être envie de le lire maintenant. À moins que je trouve un autre livre audio ou que je me lance finalement dans le Northanger Abbey en livre audio également. Peut-être que ça pourrait être un bon plan. Je vais voir. Mais bref, je vous en dirai plus. Quand j'aurai avancé un petit peu plus dans ma semaine, je vais simplement introduire ce nouveau vlog-ci. Alors voilà, on va se dire à nos livres et allons-y! Alors bonjour, me voici post-boulot pour vous faire un petit retour parce que j'ai enfin décidé quel livre audio j'allais lire. Et par conséquent, en fait, je vais le mettre en roman historique, là, mais quel livre j'allais lire pour le Mars au féminin en roman historique. Donc, j'ai décidé de prendre Northanger Abbey de Jane Austen. Je vais le mettre en historique parce que c'est moins un classique, mettons, que d'autres titres de Jane Austen. Je trouverai un autre titre pour les classiques. Et dans celui-ci, pourquoi je me suis accrochée à celui-ci? Ben, premièrement, c'est quand même un assez court pour un Jane Austen. Dans cette petite édition de luxe-ci, je lis, il fait à peu près 300 pages, à peu près 7 heures d'écoute en livre audio. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai commencé, la narratrice, premièrement, est vraiment intéressante, elle fait vraiment bien tous les personnages. Et j'ai aimé parce que on dirait que c'est le ton d'un livre qui se prend pas beaucoup au sérieux. Donc, on a souvent souligné que Jane Austen faisait un peu... oui, elle faisait des romans de son époque, entre guillemets, mais elle le faisait aussi avec beaucoup d'humour et de cynisme / dérision un petit peu quand même parce que, en fond, elle mettait en valeur tout ce qui était un petit peu risible de cette époque-là, donc dans les convenances, les interactions sociales et tout ça. Et ça ne coupe pas là-dedans, puis c'est même un petit peu plus, on dirait, ostentatoire. Donc, on va suivre dans celui-ci Catherine Morland,
qui est la fille d'un, il me semble que c'est un pasteur, oui, et d'une famille nombreuse, et qui a toujours été un petit peu pas tant élevée dans ce qu'on pouvait attendre d'une fille à l'époque, donc elle n'est pas si bonne dans... C'est pas nécessairement une femme accomplie selon les standards de l'époque. Elle joue un peu de musique, mais elle n'est pas super bonne en dessin. Elle s'intéresse pas tant à ça, à la lecture. Elle est un petit peu plus vive et active. Mais évidemment, lorsqu'elle va arriver à avoir 15 ans, ben soudainement, elle va commencer à lire, à lire des livres où il y a des héroïnes, et elle va vouloir devenir comme elle. Évidemment, quand on parlait de héroïne dans ce temps-là, c'était plus dans la romance. Et heureusement pour elle, entre guillemets, elle va être invitée par Monsieur et Mrs. Allen, qui sont, je crois, des amis ou des voisins, je me souviens plus, j'ai peut-être pas porté attention, et qui vont décider d'aller à Bath parce que M. Allen a besoin de ça pour sur prescription de son médecin. Et ils décident d'amener avec eux Catherine Morland pour essayer de... parce qu'ils sont comme un peu pris d'attachement pour elle, parce qu'elle ne trouve pas vraiment de bons partis dans le village où ils sont, puis ils se disent que ça pourrait lui permettre de voir d'autres sociétés. Donc, elle va partir avec eux, et c'est c'est une jeune femme qui n'a pas été beaucoup dans le monde, donc c'est sûr qu'elle est très naïve et candide. Elle a grandi parmi les garçons, dans sa famille, il y avait beaucoup de garçons. Elle avait une sœur, mais elle avait plus de garçons, donc elle est un petit peu moins accoutumée à peut-être les doubles standards dans la société, les petites trahisons tues et tout ça. Et bon, enfin, rendue là-bas, elle va finir par se faire une grande amie qui est Isabella Thorpe, qui est une famille finalement qui est un peu liée à la sienne indirectement parce que son frère James connaît cette famille-là et il est ami avec un des fils de la famille Thorpe, John. Et donc, ils vont finir par, les Allen et les Thorpe vont finir par se rencontrer à Bath. Et Catherine Morland va tomber vraiment en amitié, en coup de foudre amitié avec Isabella Thorpe. Donc, on va les suivre toutes les deux. Et là, je suis rendue à la page 54. Donc, j'ai lu ceci à peu près. Et là, entre en jeu, évidemment. On ne peut pas faire sans. Le fameux frère de Catherine Morland, James, et le frère d'Isabella Thorpe, John. Et là, on sent que John s'intéresse à Catherine Morland et James s'intéresse discrètement à Isabella Thorpe. Mais John est vraiment un personnage détestable, juste vous dire, qui s'écoute parler, vraiment un fa. Mais bon, enfin, voilà. Puis Catherine, naïvement, ne veut pas trop décevoir, donc elle dit « Ah, c'est bon, ben, il l'invite à aller faire des balades en cheval, en carriole, seule avec elle. » Puis elle est comme « Oui, oui, pas de problème. » C'est l'ami de son frère, elle est comme un peu mal à l'aise de dire autre chose. Puis j'en suis rendue là. Puis là, ben, j'imagine que ça va pas si bien se passer. Puis ce que je me souviens, parce que en fait, j'ai écouté, je réécoute à rebours les vlogs de Madame Chachali, qui a lu celui-là, il me semble que c'était au début 2022. Puis elle disait que ça s'appelle Northanger Abbey, sauf que dans le fond, on n'entend pas vraiment parler de Northanger Abbey avant un bon bout de temps. Et c'est vrai, parce que j'ai regardé rapidement. Puis je pense que à plus que la moitié, on est encore à Bath. Fait que si je me souviens bien, je crois que la famille de Catherine Morland va être obligée d'aller habiter dans une petite maison. Plutôt puis de laisser sa maison familiale à d'autres pour des raisons pécuniaires. Je sais pas trop. Peut-être que je mélange deux intrigues. C'est peut-être dans Persuasion, ça. Peut-être. Je vais vous en dire plus de toute façon. Mais jusqu'à maintenant, le ton me plaît. C'est vraiment plus cynique. C'est vraiment moins poli, peut-être, que Orgueil et Préjugés. Puis c'est bien, c'est intéressant. Il y a même une espèce d'envolée où l'autrice perce le quatrième mur, puis elle va faire une espèce de... je sais pas, un éditorial sur la perception de l'époque des romans, qui était très négative. Les gens disaient « Ah oui, non, mais c'est juste un roman, c'est pas bien écrit. » Puis c'est vraiment drôle, c'est vraiment une envolée éditoriale, ça m'a vraiment plu. Donc jusqu'à maintenant, bonne lecture. Donc voilà, j'ai poursuivi ma lecture en livre audio. Et je sais pas trop, cette semaine, j'aimerais vraiment pouvoir lire ce livre-ci, donc le fameux Miss Sharp Détective, Meurtre à Sunset Hall de Léonie Swann, traduit de l'allemand. Parce que c'est un PEB, donc c'est sûr que j'aimerais ça le lire en priorité. Mais je le trouve vraiment pas en audio. Fait que pour moi, c'est plus compliqué quand ce sont des livres comme ça de presque 500 pages, même si c'est super aéré. C'est vraiment fait pour se lire bien. J'ai moins de temps pour lire, donc on dirait, je veux dire,
je lis en livre audio, mais j'ai moins de temps pour lire physiquement. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais j'aimerais ça le pouvoir le lire. Donc, ça se peut que j'essaie de lire en parallèle avec Northanger Abbey. Mais là, c'est sûr que c'est quand même une intrigue, fait que c'est un peu difficile pour moi de mélanger deux types. Mais là, c'est vraiment deux genres différents. C'est vraiment historique, pur et simple, et cozy mystery. Peut-être que ça peut le faire. Ou alors, j'aimerais bien lire aussi celui-ci qui est une petite plaquette de rien du tout, le fameux Renversante de Florence Hinkel. Puis on est vraiment dans tout à fait le marceau féminin. C'est vraiment, comme j'en avais déjà parlé, je vous invite à voir le vlog précédent si vous ne l'aviez pas, vous le connaissez pas. On est vraiment dans un monde où les standards ont été changés. Puis en fait, ce sont les hommes qui sont discriminés depuis toujours et les femmes qui sont dans une société matriarcale. Et dans le fond, c'est pour un peu aiguiser notre perception des choses, comme quoi, quand on renverse les rôles, on a souvent plus de facilité à distinguer qu'est-ce qui est une discrimination finalement, alors que quand c'est les femmes qui sont discriminées, des fois, on ne le voit pas toujours dans la société dans laquelle on vit. Donc, mais évidemment, c'est de la fiction jeunesse, c'est chez École des loisirs, c'est dans la collection 9. Donc, attends, je pense que c'est plus de 9-12 ans, donc voilà. Je vais peut-être lire ça aussi, mais on verra bien. Ça, c'est mon intention de début de semaine. Hein? Vous savez comment ça peut aller. Et sinon, je vais vous parler aussi parce que, qu'est-ce que j'ai reçu? Wow! La cube. Alors, je suis allée la chercher. Il était en retard, si vous vous souvenez bien. Ça fait un petit peu de riz, mais bon. Elle était en retard parce que d'habitude, ça se va quand même assez vite, mais ça vient quand même de l'Europe, il faut le dire. Puis bon, moi, je suis au Canada, puis au Québec. Puis c'est sûr que des fois, ça va vraiment, ça va s'arrêter aux douanes. Donc là, je pense que c'est ça qui est arrivé. La boîte a l'air un petit peu poquée, donc on va voir que ça a l'air à l'intérieur. Là, je vais me permettre de regarder si tout est dans un bon état. Puis là, je me suis un petit peu spoilée, mais c'est pas grave. Oh, ça a l'air vraiment chouette. OK. Je vais essayer de voir si je peux pas vous cacher le livre, parce que quand même... Ben, de toute façon, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Donc, jusqu'à maintenant, pour vous donner un petit aperçu de la cube, si j'arrive à tout faire tenir ça, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici un extrait de Henry Lovenbrock qui fait du... Bon, voyez-vous, ça, c'est un trailer. Je pensais que c'était de l'historique, mais là, on dirait que non. Donc, un trailer so British, dans la lignée d'Arthur Conan Doyle et d'Agatha Christie, écrit de main de maître par Henry Lovenbrock. Donc, c'est extrait du roman Les Disparus de Blackmore, puis c'est quand même un bon extrait, là. On a près d'une trentaine de pages. Et qu'est-ce que c'est? En 1925, à Blackmore, une île coupée du monde entre Jersey et Guernsey, on adore faire tourner les tables et voir des fantômes dans les couloirs des vieilles demeures. Mais on disparaît aussi, comme si une force obscure régnait sur l'île. Pour un riche lord anglais, dont la petite fille reste introuvable, la solution s'appelle Louise Chapelle, une Française de 23 ans, première femme diplômée en criminologie. Aux côtés d'un enquêteur local féru de spiritisme, Edward Pierce, la voilà confrontée à des crimes insolubles et d'étranges manifestations surnaturelles. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable et attachant devra démêler le vrai du faux dans un huis clos infernal. Mon Dieu, j'en lis pas souvent, mais on dirait que ça me donne envie de lire l'extrait, peut-être voir si ça me plaît. Donc voilà, première chose de la cube. Ensuite, dans les goodies, on est comme vraiment choyés. J'ai vu ça, j'étais comme... Alors, on a une petite pochette cube. C'est pas matelassé, mais c'est quand même intéressant. C'est une pochette de format poche. Donc, au moins pour éviter que ça se magane. Je la trouve vraiment belle. Pochette. Ensuite, qu'a-t-on? Alors, on a des thés de la compagnie Basilure. Alors, j'ai un thé au jasmin et un winter tea. Un thé noir de Ceylan. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a la carte postale qu'on peut envoyer techniquement au libraire. C'est l'île de Blackmore, donc le fameux extrait de Henry Lovenbrock. Il est vraiment cool. Voilà. Ensuite, on a bien évidemment toujours le petit dépliant qui présente certaines libraires et la mise en contexte de l'histoire. Avec ici, Voyage au Grand Nord, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Des idées de littérature scandinave, je crois, ou qui se passe dans certains pays en Scandinavie. Ça, c'est super. Je peux en prendre connaissance. Ensuite, nous avons le fameux petit marque-page qui semble être dans le sens de la Scandinavie, évidemment. Voilà. Ainsi que un petit crayon de bois qui, je crois, s'inspire pas mal de l'idée de la poche. Voilà. Hey, j'aime vraiment beaucoup les petits goodies cette fois-ci. Je les trouve vraiment chouettes.
Voilà. Et enfin, le fameux livre que j'avais demandé. J'avais demandé un roman islandais, de la fiction islandaise qui n'est pas un policier. Donc, je me disais, à l'époque, je n'avais pas encore lu Odur, Odur? Odurava Olafsdottir. Oui. Mais je me demandais si ça allait pointer vers ça. Puis finalement, ce qu'on m'a proposé, c'est le titre que je vais vous montrer. Donc, bonjour, j'ai choisi pour vous, ça c'est le petit, excusez-moi, c'est le petit mot de la libraire qui s'appelle Clémence. Bonjour, j'ai choisi pour vous ce roman éblouissant qui vous parlera d'une vieille Inuit et de son peuple, de ses croyances, sa philosophie, de son lien unique avec son petit-fils et du danger qui les menace tous les deux. J'espère que cela vous plaira. Donc, moi, évidemment, je le savais à l'avance, comme je vous dis, parce que je veux savoir ce que c'est, sinon j'ai peur de les avoir. Et je ne connaissais pas du tout, en fait, cet auteur-là. Donc, c'est Jorn Riel, j'imagine, Le jour avant le lendemain. Et ça se passe en fait au Groenland. C'est un roman traduit du danois, donc c'est un auteur danois. Et voilà. Donc ça se passe au Groenland au milieu du 19e siècle. Je vais vous lire la quatrième, je pense que ça va être moins compliqué. Cette année, la chasse a été bonne et la saison s'annonce merveilleuse. Pour la première fois depuis longtemps, Nignoc et les siens ont des invités et de la nourriture en abondance. Pourtant, la vieille femme est inquiète, sans savoir pourquoi. Serait-ce l'approche de la mort? Quand vient le temps pour la tribu de gagner le camp estival, c'est elle qui se porte volontaire pour aller faire sécher la viande et le poisson sur une île voisine. Quelques semaines de solitude lui permettront peut-être de mettre ses idées au clair. Mais au dernier moment, son petit-fils Manik, âgé de 7 ans, décide de l'accompagner, convaincu qu'il pourra l'aider et s'occuper d'elle. La tribu promet de venir les chercher avant l'hiver. Or, rien ne se passera comme prévu. Donc, abordant un épisode méconnu du passé du Groenland, Jan Riel nous conte une histoire cruelle et tragique où mythe et poésie s'entremêlent. J'ai un petit peu peur avec le cruel et tragique, mais bon. Donc, un format poche, c'est aux éditions Gaïa. Actuellement, ils font des grands formats, puis ça, c'est la version, la collection Kayak, qui est la collection poche de chez Gaïa. Elle est quand même très tête, hein? Mais bon, c'est quand même intéressant, ça m'inspire bien. Alors voilà pour la fameuse petite cube qui me plaît bien, je vous dirais vraiment. Donc, voici le fameux livre avec que j'ai demandé. Je vous rappelle qu'il y a le petit signet, la super pochette, le petit crayon, ma petite brochure que je vais lire parce qu'il y a des suggestions de littérature scandinave, la fameuse carte de l'île de Blackmore, mes deux petits thés et le fameux extrait de Henry Levenbrock qui m'a vraiment intriguée. Donc, je vais sans doute le lire. Alors, encore une fois, une très belle récolte. Donc, décidément, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien avec la cube. J'ai fait ma demande pour la prochaine lecture. Puis, en fait, on verra bien ce que ça va donner. C'est drôle parce que la prochaine lecture, j'ai fait une demande. Je ne vous dirai pas quelle était ma demande, mais ça a donné ça donne... Ouais, dans le fond, c'était quoi j'avais demandé? J'avais demandé quelque chose qui était comme doux et bienveillant, un peu comme En attendant Bojangles. Puis je me souviens plus c'est quoi l'autre titre que j'avais mis. Puis on m'a sorti un roman d'un auteur québécois. Donc c'est vraiment cocasse parce que ça fait longtemps que je vais passer cet auteur-là. Puis là, ben, je vais avoir un auteur québécois dans ma box. Et voilà. Donc, je vous tiendrai quoi quand je vais la recevoir. Là, je ne suis pas super de la recevoir. Je viens juste de me faire ma demande. Mais bref, encore une fois, un produit que je paie avec mes sous. Ne vous en faites pas. J'ai pas de partenariat. J'aimerais bien, mais j'en ai pas. Mais si jamais ça a le temps de découvrir, il y a des box québécoises qui existent. C'est juste que les box québécoises, c'est quand même un petit peu plus élevé comme coût. Celui-là, je trouvais quand même que c'était chouette. Bon, je sais que ça fait quand même un déplacement qui est par avion, mais c'est vraiment envoyé par la poste régulière. Donc, on n'est pas non plus dans l'abnoliser des avions comme de FedEx ou des choses comme ça. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez? Je le fais exceptionnellement. Mais c'est ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup à recevoir à chaque mois. Puis, je crois qu'en tant que bibliothécaire et ancienne libraire, je trouve ça intéressant de voir quand je demande quelque chose comme ça à d'autres personnes qui ont d'autres pairs puis d'autres types de références. Qu'est-ce qu'ils vont me suggérer. Puis ça me nourrit aussi pour dans ma vie quand j'ai à le faire auprès des usagers ou auprès des gens de mon entourage. Des fois, les gens n'ont pas tant de repères que ça. Ils donnent juste des mots-clés, des choses qu'ils ont vraiment envie de vivre et tout ça. Donc voilà, j'aime bien l'expérience puis la vivre à l'envers parce que c'est moi qui suggère, mais là, pour une fois, j'aime bien quand on me suggère quelque chose. Alors, ben c'est ça, c'était mon long petit coucou post-boulot, mais il y avait quand même un unboxing de la cube et une petite mise à jour de ma lecture en cours. Donc, ben voilà. Je vais vous dire à tantôt parce que pour vous,
Ça ne durera que quelques secondes, cette transition. À tantôt. Alors, bien le bonjour. En ce vendredi un peu grisounet, je vous reviens parce que j'ai terminé beaucoup plus tôt que ce que je pensais ma lecture audio en cours qui était en fait ce que je considère comme mon roman historique dans le défi Mars au féminin, puisque c'est un roman historique. Mais bon, je vais vous en parler un peu mieux. Donc, c'est le fameux Northanger Abbey de Jane Austen. Donc, je l'ai lu en grande partie en version audio, puis je l'ai terminé en version papier parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai adoré. Ça a été vraiment un coup de cœur, puis je vous invite à le découvrir. Je considère bien humblement que c'est un peu la clé de Jane Austen, de son œuvre. Parce que, je vous explique, j'ai lu très rapidement, là, dans le fond, il y avait un petit texte à la fin, après le livre, un afterword, qui expliquait un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre-là. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est le premier opus qui a été composé par Jane Austen, qui avait été confié à un éditeur, mais finalement, ça a pris quasiment 20 ans avant que ça soit publié. Puis, entre-temps, ben, malheureusement, Jane Austen est décédée et ça a donc été publié de façon posthume. Donc, ça a été un de ses premiers ouvrages de création littéraire. Donc, ça témoigne de où elle était rendue lorsqu'elle était plus jeune, au début de la vingtaine. Mais quand c'est sorti, c'était déjà plus vraiment en phase avec ce qui se passait au niveau littéraire à ce moment-là. Lorsque Northanger Abbey a été rédigé, c'était la période des romans gothiques. Et c'était un petit peu... Donc, bon, ouais, dans le fond, l'exemple qui était sorti dans l'Afterword ici, c'était Mary Shelley, mais il y a un petit peu de ça qui va se retrouver là-dedans. Mais ce qu'on va surtout y voir, je dirais que c'est un roman d'apprentissage parce que l'héroïne a 17 ans. Bon, c'est sûr que le 17 ans de l'époque, c'était comme quasiment le 21 de maintenant, là, mais l'héroïne a 17 ans, très innocente et jamais partie de chez elle, comme je vous disais, Catherine Morland, et elle va en fait découvrir la société telle qu'elle est à l'époque. Donc, et toutes ces... tous ces, entre guillemets, vices cachés, tout son paraître, tout ce qu'elle cache, tout apprendre à distinguer le vrai du paraître, du faux, de la prétention, l'impact des préjugés et tout ça. Mais c'est fait avec tellement d'habileté et c'est une satire sociale complètement réussie. Donc, roman d'apprentissage / satire sociale. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'au niveau littéraire, c'est vraiment riche. On voit vraiment qu'elle était au début de son écriture. Et il va y avoir vraiment différents styles. Ça va commencer, puis ça, je m'inspire un peu de ce qui avait été dit dans l'Afterword parce que je trouve que c'était bien décrit, mais c'est un peu comme en phase, puis je l'ai vraiment perçu comme ça. On commence vraiment le roman comme si on s'est installé dans un roman un peu typique. Donc, une héroïne, on va la suivre, elle s'en va à Bath avec des amis de la famille, Monsieur et Mr. et Mrs. Allen, qui vont la prendre un peu sous leur aile. Et elle va rencontrer là-bas la famille Thorpe, qui est une famille qui est connue par son frère à elle et qui va devenir amie avec leur fille qui s'appelle Isabella. Et tout ça va s'en venir aussi le frère de Isabella, qui est John, qui va tourner autour de Catherine Morland. Et ça commence vraiment un peu comme on pourrait avoir vu n'importe quel roman de Jane Austen commencer, donc dans la société de l'époque, avec ce que ça comprend, une station balnéaire, entre guillemets, là, puisque Bath, c'était plus les gens allaient là pour leur santé, mais quand même. Donc vraiment le summum de tout ce qui est convention de la société. Puis éventuellement, on va rentrer vraiment un peu dans une introspection de l'héroïne lorsqu'elle va enfin être invitée par la troisième roue au carrosse qui arrive, la famille Tilney. Donc, un fameux monsieur Tilney qu'elle va avoir rencontré en même temps presque la famille Thorpe et qui va l'intriguer, qui va le fasciner, tout ça. Puis elle va devenir finalement amie avec la sœur de celui-ci. Et elle va finir par quitter l'espèce de bulle de Bath pour être invitée à Northanger Abbey. Et là, on finit par comprendre pourquoi. Et ça arrive à peu près à la moitié du livre. Donc déjà, c'est un peu déstabilisant parce que là, on n'est pas chez vraiment dans la maison familiale de l'héroïne. On est à Bath. Ça déjà, c'est comme il disait dans l'analyse à la fin, c'est un peu moins typique. Puis c'est vrai, souvent, on va passer un bon moment dans la maison familiale. Après ça, il va y avoir quelques voyages à l'extérieur, mais absolument, on installe bien comme la maisonnée. Là, dans le fond, tout tourne autour de l'héroïne,
puis comment elle va elle-même être déracinée, puis se faire ses repères dans quelque chose qui est totalement nouveau pour elle à battre. Puis ensuite, on va la redéménager à Northanger Abbey. Et là, on tombe complètement dans l'essai que Jane Austen a fait avec le roman gothique, parce que on va être au cœur des réflexions de l'héroïne qui lit quand même des romans un peu gothiques à l'époque, donc vraiment dans le côté horreur, mystère. Puis là, elle va se faire toute une idée de qu'est-ce que c'est Northanger Abbey. Elle va même laisser son imagination prendre quasiment le meilleur d'elle-même. Ça va presque lui coûter, entre guillemets, certaines amitiés qu'elle a là-bas, parce que bon, elle est jeune, elle est impressionnable, puis elle se laisse emporter par tout ça. Et, et ça va se conclure par vraiment un éditorial très contemporain sur la société. Donc, vraiment un regard qui est incarné ici par les parents de Catherine Morland, qui sont étrangement, pour l'époque, en fait, des gens un peu, pas des libres penseurs, mais ils ont comme laissé leur fille en font grandir sans avoir nécessairement la pression d'être des femmes accomplies, entre guillemets, le concept de l'époque, sans nécessairement leur forcer d'avoir des prétendants et tout ça. Donc, c'est un petit peu des penseurs libres, entre guillemets, là, pour l'époque. Et c'est comme un peu eux qui vont avoir, avec leur gros bon sens, un peu le mot de la fin. Et ça va un petit peu renforcer, justement, la critique sociale que Jane Austen fait dans ce livre-là. C'est excellent, je sais pas quoi dire. Puis surtout, bon, mis à part le fait qu'elle passe un peu de différents styles littéraires, puis on se rend compte que finalement, elle va plus adopter peut-être la première partie, la partie qui est vraiment comme un roman historique satirique, parce qu'elle va toujours avoir le côté satire dans Jane Austen. Elle décrit tellement bien la société, mais assez bien pour justement souligner et que le lecteur soit assez intelligent pour comprendre qu'elle en fait une satire. Donc, dans celui-là, c'est moins subtil. La satire elle est ouvertement mentionnée. Et par le fait, entre autres, que la narratrice, ce que je vous explique à un moment donné, il y a eu au début, là, il y avait comme une espèce d'éditorial sur la perception du roman à l'époque, du genre du roman par la société. Puis là, je vous disais, c'est bizarre, c'est comme si on passe, en fait, dans le fond, dans une espèce d'éditorial, mais en fait, ça va revenir plusieurs fois dans le livre et particulièrement en partie après la partie Northanger Abbey, pendant là, puis ensuite, dans la dernière, l'espèce de partie conclusion, qui est un petit peu plus la satire sociale, la narratrice qu'on considère être comme l'autrice, donc on n'a plus comme une mise en abîme, c'est comme si la narratrice va percer le quatrième mur et parler comme directement au lecteur en disant « ben je vous laisse réfléchir à tout ça, hein, parce que vous avez tous les outils en main pour vous douter que ça va sans doute se passer comme ça. Donc, c'est intéressant parce qu'elle va pas nous... La fin, elle nous laisse la détailler, disons, un peu en nous donnant une petite tape sur la tête en disant, ben de toute façon, comme vous savez, à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. C'est tellement excellent, j'ai adoré. À mon avis, c'est un peu comme je vous disais, là, c'est la clé de voûte, c'est la genèse de son œuvre. Puis ça permet tellement d'apprécier son œuvre après différemment. Et évidemment, on va retrouver certaines tournures de l'intrigue qui vont être reprises beaucoup quand même dans les autres livres. Donc, on va quand même avoir le côté un peu anti-héroïne qui est un peu repris avec Emma, avec Elizabeth Bennet dans Pride and Prejudice ensuite. Un charmant amoureux qui est peu expressif, on va peut-être plus incarner dans Monsieur Darcy. Une famille qui est vraiment des gens qui sont opportunistes, superficiels, mais qui par contre ont quand même une réputation étrangement intacte dans la société. Le côté que la réputation prime sur tout. Ça me faisait penser un peu dans Pride and Prejudice à Mr. Collins, qui est dans le fond celui qui est un peu un pasteur, puis qui est comme sous la protection d'une grande lady. Puis tout ce monde-là est comme vraiment fermé d'esprit, puis peut-être pas super intelligent, mais en même temps sont perçus super bien dans la société, alors que des gens comme les Bennett, qui n'ont pas beaucoup de revenus à l'époque, puis vont être considérés comme des moindres parce qu'ils n'ont pas nécessairement des connexions. Donc, toutes ces espèces de schémas-là vont revenir quand même. Et beaucoup le côté quiproquo lié aux préjugés, aux malentendus liés aux conventions, qui va revenir beaucoup, bon, entre autres dans Raison et Sentiment, quand Éléonore est pas trop certaine, en fait, comprend pas tout de suite que la personne dont elle est amoureuse, en fait, l'est vraiment aussi d'elle-même, mais qu'elle a juste mal compris une situation dans laquelle il était un peu pris. Un peu même chose pour Elizabeth Bennet et M. Darcy. Donc, on va comme un peu sentir ça qui va se passer. Donc, oui, c'est sûr que c'est les fondements de son œuvre. Oui, on va sentir des choses qui vont être réutilisées par la suite. C'est normal, c'est son premier roman. Donc,
C'est normal que par la suite, elle a peut-être eu des préférences pour certaines tournures pour arriver à ses fins. Mais j'adore la plume là-dedans. La plume est tellement... ça démontre la fougue de la jeunesse. Elle s'encombre pas vraiment de filtres, de filtres de convention. Une chance que c'est paru peut-être 20 ans après sa mort, parce que je crois qu'à l'époque, si ça avait été paru à ce moment, si ça avait paru à ce moment-là, ça aurait peut-être choqué parce que c'était vraiment... c'était même pas tout à fait caché, là, l'espèce de critique de la société. C'est vraiment excellent. J'ai adoré. Je vous le recommande sans hésiter. Je vous dis, là, allez-y sans avoir peur. Je sais pas si je sais pas si ça pourrait être le premier Jane Austen parce que c'est sûr que c'est moins représentatif par la suite. Moi, j'ai vu les éléments pour ceux qui sont repris, mais bien entendu, si vous commencez par Northanger Abbey, sachez que si ce que vous aimez, c'est sa plume qui est un peu mordante et tout ça, ça va rester, mais ça va devenir beaucoup plus nuancé puis beaucoup plus subtil par la suite. Ça va devenir plus travaillé, plus en arrière-plan, mais ça demeure là, mais c'est pas aussi ouvertement exprimé. Donc, soyez pas déçus. Alors, peut-être que si vous voulez commencer par un autre de ces classiques, peut-être Pride and Prejudice ou Sense and Sensibility, puis qu'ensuite vous vous permettez ça, ça va vous faire de vraiment voir les choses dans leur perspective. Donc, vraiment, je m'attendais pas à ça. Je me disais, oh, ça fait longtemps que je les ai tous. Puis celui-là, j'avais pas envie, là, comme je vous dis, j'avais essayé avec persuasion, essayé de voir qu'est-ce que ça avait de l'air, puis Mansfield Park, mais c'était vraiment des héroïnes qui étaient comme, qui vivaient des choses qui étaient pas drôles, puis qui étaient comme vraiment abandonnées par tous. Puis là, c'est un peu ça, mais en même temps, il y a tellement le ton satirique que ça m'a gros interpellée. Donc, c'est vraiment novateur pour l'époque, puis je trouve que ça représente, tu sais, c'est à la limite peut-être pas féministe, mais quand même un peu, c'est vraiment le développement de la personnalité d'une femme à l'époque qui décide d'être relativement, dans la mesure du possible, indépendante, dans le sens où il y avait vraiment beaucoup de pression à l'époque quand même, dans la mesure du possible, relativement indépendante d'esprit et relativement maîtresse de sa destinée. Donc, voilà, quel enthousiasme, coup de cœur total, voilà, pour Northanger Abbey, qui l'aurait cru. Ensuite, je l'ai avec moi, j'allais vous chercher. Ensuite, j'aimerais ça peut-être lire cette semaine, mais comme je vous l'avais dit, pas j'aimerais ça, mais faudrait quasiment que je le fasse parce que je crois que mon prêt en bibliothèque il va devenir à échéance bientôt. Donc, c'était le fameux Miss Sharp Détective Meurtre à Sunset Hall que j'aimerais que j'ai emprunté en livre numérique aussi pour l'avoir sur ma liseuse. Comme ça va être un petit peu plus facile pour moi de le lire. Donc, ça sera peut-être ma lecture qui va suivre, qu'on va complètement changer de style. Puis ensuite, j'ai également emprunté à la bibliothèque l'adaptation en BD. Je vais vous montrer, je pense, juste la petite vignette ici peut-être. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Donc, c'est l'adaptation en BD. J'ai décidé de lire celui-là pour la catégorie un classique de mars au féminin. Et là, je fais une exception parce que j'ai cherché des adaptations BD faites par des femmes, puis je me rends compte que c'est vraiment rare pour les classiques... les vieux classiques, disons, entre guillemets, là, ceux qui sont moins contemporains. C'est vraiment rare. D'ailleurs, je me pose la question, à moins que ce soit moi qui n'ai pas le bon bassin d'échantillons, mais je trouve ça dommage que ce soit le cas. Donc, bon, j'ai malheureusement, le créateur qui a fait l'adaptation, c'est un homme, dans le sens où, malheureusement, c'est pas vrai, là, je veux dire, juste parce que là, c'est le mars au féminin, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de lire le classique d'Harper Lee, qui est une autrice, bien sûr, et qui a écrit, dans le fond, ce classique-là qui a vraiment été marquant dans la société quand c'est sorti, puis qui est devenu un peu son œuvre unique, sauf son conte, le dernier roman qu'elle a fini par faire paraître tardivement. Donc, c'est celui-là que je vais lire. C'est juste que plutôt que de le lire en roman, j'ai décidé de le lire en adaptation BD. Donc, voilà. C'est ce que je vais faire. J'ai toujours eu un peu peur de ne tirer pas sur l'oiseau moqueur. Parce qu'évidemment, je sais que ça se passe à l'époque aux États-Unis, dans le moment où il y a la ségrégation raciale, qui est comme si c'était quelque chose du passé, malheureusement. Mais en tout cas, bon, quand même, la ségrégation, il y avait quand même une couche de plus, disons, qu'actuellement. On va y suivre, si je me souviens bien, une intrigue où un père de famille qui est avocat décide de défendre un jeune noir qui est accusé du viol d'une femme blanche. Et qui, finalement, dans le fond, a pas de chance de s'en sortir, mais comme à l'époque, la perception... Bon, je vais laisser mon petit coucou sonner. C'est le fun, les petits coucous, mais des fois, hein, quand on fait les petits tournages, c'est pas toujours approprié. Elle s'en vient là, et vous allez savoir quelle heure il est. Ça
devrait achever. Ah, c'est terminé. Donc, c'est, comme je disais, excusez-moi, c'est je vous disais que c'était un père de famille qui décide de prendre la défense judiciaire, en fait légale, d'un jeune accusé qui est un jeune homme noir qui est accusé du viol d'une femme blanche. Et à une époque où on n'est pas certain, si je comprends bien, que c'est bien cette personne-là qui a fait le crime terrible, mais étant donné que le jeune noir a été vu sur les lieux, malheureusement, c'est considéré comme lui qui l'a fait. Donc, j'ai quand même toujours été intriguée de comment ça a été abordé. Je ne sais pas du tout si l'adaptation en BD va être fidèle au livre, mais bon, c'était ma façon de l'aborder. J'ai toujours été un peu troublée parce qu'évidemment, moi, tout ce qui touche, ben là, personne n'aime ça, mais je veux dire, je suis très, très, très sensible. Donc, tout ce qui touche au viol puis à l'injustice, on dirait que faut que je me sente vraiment sûre puis en bon état de santé mentale pour aborder ça. Mais là, je me suis dit que j'allais essayer parce que ça fait longtemps que je veux voir quand même ce classique-là de la littérature. Donc, voilà pour l'autre livre que je crois que je vais lire. Donc, ça me permettrait finalement de faire avancer mon marceau féminin. Et sinon, en livre audio, j'ai décidé de lire un livre dont j'oublie complètement le titre et l'autrice. C'est une autrice iranienne, c'est pour l'autre catégorie du marceau féminin. Donc, une autrice iranienne, mais qui a émigré de façon illégale, entre guillemets, en France à la fin de son adolescence et qui est en France depuis ce temps-là et qui va nous faire, si je comprends, je crois que c'est pas la déraison, c'est la... Ça commence par un D. Je vais vous mettre le titre. Et qui va, dans le fond, évoquer, en fait, je crois, sa vie à l'époque en Iran versus, après ça, son parcours en France. Donc, je crois que c'est mis en fiction, mais ça semble être un peu comme, un peu autobiographique. Mais ça me tenterait bien de lire ça. Si je le lis en audio, ça va être chouette parce que je crois que je vais être capable de justement avancer des fictions pendant ce temps-là parce que on va être un peu plus dans le récit, pas d'autofiction, mais un récit de vie, disons, plutôt que de la fiction. Puis j'ai de la misère sinon à avoir deux univers, vous savez. Donc je vais peut-être y aller avec ça. Puis là, je suis vraiment désolée parce qu'évidemment, j'ai aucune information, mais bon, je vous remets la vignette et le nom d'autrice ici. Puis je vous en reparlerai quand je vais l'avoir entamée. Et sinon, enfin, j'ai reçu une petite commande. Je m'étais fait un petit plaisir à ce moment-là, récemment pour ma fête. Je ne sais pas si on le voit. Et oui, alors on voit ici le fameux conte de Léa Boukadik. Dont on entend parler partout sur Booktube. C'est en Europe. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que l'écologie. Mais bon, je me suis commandé ça pour ma fête. Je me suis commandé des petits signets. Donc, c'est sa petite carte. Je sais pas, il fait très clair. J'essaie de voir si je suis capable quand même de vous les mettre. Bon, j'ai acheté ça avec Musu, hein, c'est pas un partenariat du tout. Donc, j'avais envie d'en avoir. Tout le monde en a. Puis moi aussi, j'avais envie d'ouvrir mon petit paquet, là, puis tout ça. Je trouve vraiment chouette. Puis c'est là que je les ai choisis parce que je les avais vu passer puis je les adorais. Je les trouve tellement beaux, là. Donc, ils sont super simples. C'était des signets un peu vieillots, je dirais. Donc, je crois qu'ils sont identiques des deux côtés. Ouais, identiques des deux côtés. Donc, un premier signet un peu dans les dorés avec des papillons de l'écriture. Donc, je vais essayer de voir si je suis capable de... Ouais. Comme ça ici. Donc, c'est vraiment la même chose au verso. Et puis l'autre, encore une fois, avec de l'écriture, puis un petit côté. Ça me fait très penser, ça me fait vraiment beaucoup penser. J'aurais quand même aimé ça les avoir quasiment quand j'ai commencé à lire Northanger Abbey. Ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est historique. Donc, les fameuses lettres écrites à l'époque et tout ça. Donc, je les adore. C'est une petite folie parce que pour moi, évidemment, je suis au Québec. Premièrement, écologiquement, c'est pas super. Puis deuxièmement, c'est sûr que avec les coûts de transport, c'est un petit peu saugrenu. Mais c'était mon anniversaire, alors pourquoi pas? Donc, voici mes deux petites réceptions de signets qui vont aller rejoindre ma collection. J'étais bien contente d'avoir ça. Puis ça s'est bien rendu malgré le fait que ce soit outre-mer. Donc, voilà. Mon Dieu, quelle longue séquence, hein? J'avais beaucoup de choses à vous dire. Alors, écoutez, je vais poursuivre mon petit vendredi, aller au boulot et tout ça, puis ben, je vais vous revenir lorsque j'aurai entamé les lectures, en espérant que la lecture audio que j'ai choisie, comme je vous disais, de l'autrice irano-française, je ne sais pas comment dire, iranienne, mais qui habite en France maintenant, que ça m'accroche assez bien puis que je puisse commencer également en parallèle, soit le Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en adaptation BD ou le fameux Miss Sharp Détective de Léonie Swan que j'aimerais ça lire parce qu'éventuellement, il va falloir que je rapporte ce livre-là à la Bibli. Donc, et ben voilà. Alors, écoutez, je vous dis à tout bientôt.
Alors bien le bonjour, me voici avec ma petite face d'endormie post-boulot du samedi. Euh, j'ai profité de l'après-midi pour faire le plein de soleil et terminer cette lecture très remuante. Je m'attendais à ça, mais quand même, qui était le fameux classique Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. En version originale, c'est Don't Kill the Mockingbird. Et j'ai presque envie, en fait, éventuellement de le relire aussi en roman. Mais l'adaptation BD, je ne pourrais pas vous dire si elle est fidèle, mais l'adaptation en roman graphique, mais c'est quand même une brique là, de 270 pages. Et de ce que j'ai lu, c'est assez fidèle au roman également. Il y avait vraiment ce souci-là pour cette adaptation-là. Puis, j'ai remarqué que ça a été adapté par le créateur Fred Fordham. Bon, je vous ai dit que je sais que c'était un marceau féminin, puis je vais le mettre dans mon marceau féminin parce que c'est un classique de Harper Lee, qui est une autrice, mais que j'ai décidé de découvrir dans sa version adaptée roman graphique. Par contre, j'ai en fait constaté que les gens qui ont fait la traduction de l'anglais, traduction et actualisation, ce sont deux femmes, Isabelle Stoyanov et Isabelle Hauser. Donc, ça vaut la peine peut-être de le mentionner parce qu'on ne parle pas souvent beaucoup des traductions. Et c'est une traduction et j'ai bien aimé. Donc, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que c'est tellement remuant que j'ai pas vraiment eu le loisir de m'attarder sur est-ce que c'était vraiment bien traduit ou pas. Non, je pense que c'était vraiment fait habilement. Écoutez, que dire de ce livre-là? Je pense que toi, on a un peu une idée de ce qui s'est passé. Ça se passe pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Et on va suivre Atticus Finch et ses deux enfants, qui sont Jem et Scout, qui l'élèvent seuls. Et Atticus est un avocat. Et il veut un jour... en fait, il a tendance à être un avocat qui est très intègre et qui défend vraiment, qui prend son rôle de personne qui va mettre en valeur la justice dans toutes les conditions. Donc, on est dans un moment où il y a encore de la ségrégation dans le sud des États-Unis et lui, il va se mettre à un jour accepter le cas de défendre un homme noir qui a été accusé du viol d'une femme blanche alors qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves pour soutenir ça, à part la parole dans le fond, des gens qui étaient là qui ne sont pas tout à fait même sûrs d'avoir pu l'identifier. Donc, ça va, oui, tourner autour de cet élément-là, donc Atticus Finch, mais c'est surtout cette histoire-là vue à travers les yeux des deux enfants et plus particulièrement les yeux de Scout, qui est la jeune fille de la famille et qui va essayer on va la voir grandir un peu, ça se passe sur 3 ans, qui va essayer de comprendre ça à sa manière. C'est que c'est une jeune fille qui est très en avance, elle a appris à lire très tôt, elle va essayer de comprendre ce qu'elle peut de cette société-là qui est comme intolérante. Elle a quand même un peu des excès de violence, même des fois quand devant l'injustice ou devant... Bon, il y a des gens qui vont passer des commentaires parce que son père défend une personne noire, alors que, bon, à cette époque-là, c'était pas quelque chose qui était bien vu et tout ça. Puis elle va, bon, souvent emprunter le chemin de la violence, mais c'est intéressant parce que on va vraiment voir l'évolution de ce que ça peut avoir comme impact. Même des gens qui font le bien, en fin de compte, dans les yeux d'un enfant, elle considère que son père fait le bien, mais elle a de la misère à vivre peut-être la méconnaissance des autres, puis elle ne sait pas trop comment se retrouver. Elle n'est pas de modèle féminin à l'époque. Elle n'était pas très dans les standards de l'époque, très féminin, très chrétien, la femme qui dit rien. C'est quelqu'un qui a une verve, qui a une voix, qui veut se faire entendre. Et c'était pas particulièrement courant à l'époque. Mais ce que je trouve intéressant comme personnage, le personnage d'Atticus Finch, le père, est vraiment intéressant. Évidemment, c'est quelqu'un qui assume ses convictions, qui est ouvert d'esprit jusqu'au bout, même si ça peut le confronter lui-même des fois à des choses pas nécessairement évidentes. Et ça va mettre en scène également un homme mystérieux qui habite pas très loin de chez la famille Finch, qui s'appelle, les gens le surnomment Boo, mais je crois que c'est Arthur. Arthur Radley, je pense, qui vit comme séquestré chez lui depuis toujours et puis qui va avoir aussi un rôle important à jouer dans l'émancipation de la jeune Scout et de son frère Jem par rapport à ça, parce que cette personne-là, on dit beaucoup de choses de lui, mais comment départager, qu'est-ce qui est la rumeur des faits. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un regard pointu sur la société de l'époque. Puis c'est pas...
c'est malheureusement encore pas mal d'actualité, je vous dirais. C'est est vraiment, vraiment à lire. Je m'attendais à quelque chose de... Bon, peut-être que le roman est différent, mais je m'attendais à quelque chose de... Je sais pas, de glauque, bon, je vais dire des choses, puis en fait, c'est un peu ça quand même, mais de glauque, de violent, d'acharnement, bon, tout ça, parce que, bon, évidemment, ça impliquait, c'est indiqué, c'est pas un divulgateur, c'est indiqué que ça implique un viol, ça implique quelqu'un qui dit qu'il a été violé et que cette personne-là a été violée par une personne noire et que cette personne-là, l'accusé, dit c'est pas moi qui ai fait ça. Donc, c'est très, très, très confrontant. En même temps, ça amène la dimension du racisme systématique qui était en place à cette époque-là, la dimension de la place de la femme dans la société, la dimension même de la place des enfants à l'époque qui n'avaient pas nécessairement, qui étaient plus, on s'attendait à les voir et non pas à les entendre à cette époque-là, si vous vous souvenez bien. Donc, c'est super intéressant. Ça va toucher vraiment plein de minorités, mais tu sais, vraiment comment une société est tissée à cette époque-là, comment ça peut avoir un impact sur toutes les minorités, puis comment faire surgir la justice dans un moment comme ça. Même la meilleure des personnes peut... comment elle peut continuer à être motivée à faire ça. Puis, et pour la chute, c'est intéressant parce que c'est pas une chute, c'est pas une chute, ouais, c'est pas une chute tout en noir et blanc, je dirais. C'est une chute où on est forcé comme lecteur à se poser comme question, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on déciderait? Le personnage principal, en fait, Scout, Jem et Atticus Finch vont avoir leur mot à dire, mais ils ne seront pas les seuls à avoir leur mot à dire dans la situation. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose que je vous recommande de lire. Je pense que c'est un coup de cœur. C'est simplement que je suis un peu encore trop proche pour moi, mais je pense que c'est un coup de cœur, je crois. L'adaptation BD, je l'ai bien aimée. Je trouve que le dose, c'est quand même assez chargé. Par contre, là, comme je vous disais, je vous disais que c'était pas si pire, puis c'est vrai que la plupart des pages sont pas aussi chargées que celle-là. On laisse quand même les choses un peu évoluer des fois. Donc, c'est un des pièges, des fois, qui, comme je vous disais, qui est pris quand on fait des adaptations de romans en roman graphique. On ne veut comme pas perdre le texte. Puis, dans ce cas-ci, je ne sais pas à quoi ressemble la plume de Harper Lee, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La seule chose que je verrais, mais en même temps, je crois que c'est comme ça dans le livre, parce que ça représente vraiment une époque, c'est qu'on a choisi de faire parler, de faire en sorte que les dialogues qui sont, les paroles qui sont émises par les personnes noires dans cette BD-là, que ce soit le parler qui est un peu comme un argot typé, disons, qu'on pourrait associer à ce qu'on a l'impression que nous, nos oreilles entendent quand, à l'époque, une personne noire parlait. C'est sûr que la façon de parler n'était pas tout à fait la même pour peut-être les Afro-Américains qui étaient dans le sud des États-Unis. Fait que c'est la seule chose peut-être que je trouve que comme décision dans une BD, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais comme j'ai pas lu le roman, parce que je trouve que ça souligne un peu trop à gros traits, alors que le restant, et ça dépeint une époque, donc une époque où tout est à gros traits, il n'y a aucune nuance. Mais ça me donnait l'impression qu'on n'avait pas vraiment besoin, comme on est en BD, puis que les éléments importants, on les voit, puis on les constate, puis on est capable de faire la différence et tout ça entre les choses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller jusque-là? Sauf qu'en même temps, si on voulait être fidèle au roman, et que dans le roman, c'est comme ça que c'était évoqué volontairement, ben alors ça se peut que ce soit juste ça. Donc, est-ce que c'est vraiment un bémol? Je sais pas. Je sais que ça m'a comme un peu... Ça m'a un peu dérangée, comme des fois, dans certains cas, dépendant de comment, dans les romans québécois, le joual est utilisé. Des fois, je me demande, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que j'aurais pu comprendre? Est-ce que ça faisait à tellement partie de ce qui définit le personnage que je n'aurais pas pu comprendre autrement qui il était que par le fait que ce personnage-là parle le joual? Fait que pour moi, c'est au même niveau là, comme questionnement. Mais j'ai pas lu le livre d'Harper et ça me tente vraiment de lire maintenant. Je sais que je... Puis en plus que là, je sais... Parce que ça, je vous avais dit, j'avais comme des petites réticences puisque j'étais comme, je suis super sensible puis je me disais, mon Dieu, comment je vais vivre ça. Mais là, maintenant que je sais qu'est-ce qui se passe puis comment ça se passe, ben je pense que je serais capable de lire le roman puis de me dire, je vais prendre vraiment tout ce que la plume de Harper Lee a pu donner à cette histoire-là également. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça répète aussi un roman historique, là, parce que ça se passe dans la Grande Dépression, mais je m'en suis rendu compte, j'ai décidé de mettre mon Jane Austen en roman historique, puis celui-ci en classique, mais je crois que j'aurais pu les inverser
Bien sûr, mais il n'y a pas de souci. L'important, c'est juste que j'ai découvert encore cette plume-là, puis ça fait des années que je veux la découvrir, puis que j'ai peur, puis je sais pas, des fois, on se fait tellement des idées, puis c'est excellent, je vous dirais, là, hésitez surtout pas. Puis ça peut être une bonne façon de l'aborder si vous n'êtes pas sûr. Cette édition-là, chez Grasset, là, je trouve que c'est accessible. C'est, même dans les parties qui sont les plus rudes, euh, on voit la violence, mais il y a pas au niveau de la narration visuelle, il y a pas, on s'attarde pas de façon démesurée sur des moments qui ont seulement à être évoqués finalement. Donc, même comme quelqu'un qui lit la BD et qui a des parties qui sont un peu plus rudes, ben on les comprend très bien, mais on n'est pas en train de se dire, voilà, tu vas être plongé là-dedans pendant les 20 prochaines pages. Donc, voilà. Donc, si jamais vous voulez bien, donc cette adaptation-là chez Grasset est vraiment à retenir. Alors voilà, quelle lecture. Sinon, ben écoutez, en parallèle, je lis trop tranquillement le livre audio de Désoriental. Je vais vous remettre la vignette. Puis malheureusement, j'arrive jamais à me souvenir comment prononcer le nom de l'autrice. Donc, vous allez le voir sur la vignette de toute façon. Ça me plaît bien. J'étais pas sûre. Je pensais peut-être changer de livre. J'ai essayé d'autres choses. Puis finalement, je suis revenue à ça. C'est un récit, comme je vous dis, euh, un récit qui fait des parallèles entre la vie de ce qu'on comprend être la vie de l'autrice actuellement, mais disons, dans les années au troisième millénaire. Et il va en même temps remonter dans le passé de sa famille, son père, en fait, la vie de ses parents qui s'est passé en Iran, une partie de sa vie aussi que je comprends que c'est passé en Iran, même si après ça, il a fallu qu'elle fuit à Paris. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de références à l'histoire que je connais pas beaucoup. C'est quand même accessible. Les moments où c'est quelque chose dont on a besoin, l'autrice brise beaucoup le quatrième mur, donc elle va tendance à dire, bon ben, là, je vais vous fournir un peu l'information dont vous auriez peut-être besoin pour juste bien comprendre, parce que son but, dans le fond, c'est simplement que de raconter son récit, puis qu'on la suive. C'est volontairement, c'est ouvertement dit comme étant une espèce de patchwork décousu volontaire. Donc, on va passer vraiment du présent, on va passer aux pensées, dans les pensées, pardon, de la personnage principale. Et de ces pensées et réflexions-là, on va faire des flashbacks dans le passé par rapport à sa famille et tout ça, tout en restant attaché à son fil de temps qui est au présent. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment bien écrit. Très, très, très bien écrit. Je vais essayer de le terminer avant la fin du vlog. Je l'ai aussi pris en numérique. Mais c'est quand même quelque chose qui s'écoute bien. Fait que je sais pas, je veux peut-être pas me forcer à le terminer. Si jamais je ne termine pas dans ce vlog-ci, je terminerai peut-être un petit peu dans le prochain, je verrai. Mais ça sera en fait ma dernière lecture. Ben, ma dernière lecture, non, mais pour le Mars au féminin, c'était la dernière catégorie que j'avais à cocher, entre guillemets, qui était lire un livre d'une autrice iranienne. Et puis, en fait, comme vous avez pu voir, là, j'étais déjà rendue comme à ma deuxième liste de livres que je lis pour le Mars au féminin. Là, on avait les petits modèles qui étaient fournis, les petits gabarits qui étaient fournis par Flow Books, puis j'en ai rempli un complet, les 9, puis là, ben, je suis en train de partir la deuxième page. Parce que je trouve que ça me va bien, le Mars au féminin, dans le sens où ça me fait juste me donner une petite motivation de plus pour me lancer dans des autrices que ça fait longtemps que je veux découvrir, puis que j'ai jamais vraiment osé découvrir. Donc, je suis super contente. Puis celui-là, j'arrête pas de manipuler, mais je suis comme vraiment heureuse. Je crois quand même que j'aimerais ça peut-être l'avoir à la maison, mais ça se peut que j'essaie de le trouver en roman. J'aime beaucoup l'adaptation en roman graphique, mais je tiens pas nécessairement à avoir l'adaptation en roman graphique à la maison. Je pense que je tiens surtout à avoir l'histoire à la maison. Donc, ben voilà. Ah, je voyais qu'à l'arrière, il y avait même. Je passe du coq à l'âne, hein, je vous ai. Donc, je reviens après mon parcours de lecture en cours que je disais que je lisais encore mon livre audio, mais je reviens un tout petit peu sur le Harper Lee, comme je vous disais. À l'arrière, il y a une petite remarque même de Barack Obama qui dit que c'est une inoubliable histoire de courage et de conviction sur le devoir d'agir, quel qu'en soit le prix. Donc, c'est ça. Je trouve que ça résume bien la situation. Puis en même temps, c'est Barack Obama, donc j'avais comme envie de le citer, on dirait. Alors écoutez, je vais vous dire à tout bientôt. Puis dès que j'ai autre chose à vous souffler à l'oreille, ben, je vous reprends.
Eh bien, bonjour. Alors, me revoici pour une dernière fois de ce vlog. Faire un petit coucou en ce lundi bien ensoleillé. Je viens de terminer une petite vidéo surprise que vous verrez après la publication de ce vlog-ci pour faire changement. Alors, je vais peut-être vous mettre un mini extrait de quelques secondes, pas ici, pour vous donner peut-être une petite idée. Si jamais vous avez deviné, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Et bien voilà. Puis peut-être vous abonner à la chaîne pour avoir un peu plus de nouvelles quand ça va paraître. Voilà. Donc c'est bien chouette. Mais j'ai également, évidemment, bon ça c'était les coulisses de BookTube. Mais j'ai surtout lu 2 livres aujourd'hui. Je vais commencer tout d'abord par un album jeunesse que j'avais emprunté il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Quel est mon super pouvoir de Aviak Johnson et Tim Mack. C'est aux éditions Les Malins. Donc, en gros, ben, je vais vous relire la 4e, mais non, je ne vais peut-être pas vous dire, c'est correct. C'est quand même un album pour enfants. Je suis capable de résumer, là. Donc, on va suivre Nalvana qui habite avec sa maman dans un petit village où l'hiver est omniprésent. Donc, on déduit qu'elle habite au Nunavut, probablement comme son autrice, qui est une autrice du Nunavut. Et Nalvana est comme vraiment persuadée qu'elle va un jour avoir un super pouvoir. Puis elle a vraiment hâte de découvrir quel est son super pouvoir. Puis là, à chaque jour, elle va rencontrer ses amis, puis à l'école, dans la rue, en jouant avec eux. Puis elle va toujours réussir à détecter un super pouvoir. Comme il y a un de ses amis qui court super vite avec son super pouvoir, c'est vraiment de vraiment aller vite. Il y a une de ses amies qui a presque volé en se balançant. Donc là, elle se dit, ça y est, son super pouvoir s'est volé. Puis à chaque fois, elle va revenir à la maison, raconter ça à sa mère. Puis à chaque fois, elle va dire, mais moi, mon super pouvoir, c'est quoi? Puis dans le fond, à la fin, on va déterminer. Puis là, je vais vous le dire parce que dans le fond, je trouvais que c'était tellement beau, puis ça m'a fait penser un peu à. Bon, ma mère et moi, on avait souvent discuté des choses comme ça. Mais en fait, le super pouvoir de Nalvana, c'est de voir le super pouvoir des autres et d'être capable de le nommer, puis de faire en sorte que la personne réalise qu'elle a un super pouvoir. Donc, c'est quand même précieux comme pouvoir, je trouve. J'ai trouvé ça super touchant, c'était vraiment bien. Les illustrations sont chouettes. C'est la structure répétitive, donc je crois qu'on peut vraiment aller avec du préscolaire. Peut-être que même première année, ça va être un petit peu trop, mais quand même, il y a beaucoup de textes, donc ça peut peut-être aller avec le début de la première année. Mais juste pour vous donner un petit échantillon, donc c'est un petit peu ça la visuelle, mais voyez-vous que il y a quand même beaucoup de textes. Puis ça, c'est une des pages où il y en a pas beaucoup. Voyez-vous, ça, c'est un des soirs où elle raconte le super pouvoir qu'elle a trouvé et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est une autrice que je ne connaissais pas, Abigail Johnson. Puis j'ai vraiment le goût d'en redécouvrir d'autres de ses titres. Je crois qu'elle a fait plusieurs autres titres. Je crois que c'est écrit d'emblée en anglais, mais ça me donne envie quand même de les découvrir. Donc, super chouette. Je vais vous montrer son visage. Donc, ça, c'est les 2 créateurs. L'autrice et l'illustrateur. Donc, très belle découverte, petit album jeunesse, qui s'inscrit presque un peu dans, mais je vais le mettre quand même dans mon marceau féminin, dans le mes choix libres, parce que j'ai pas mal terminé mes contraintes. Mais je trouvais que c'était chouette, ça m'a fait vraiment découvrir cette autrice-là. Puis je pense que ça serait vraiment une super idée à lire en famille, à animer. C'est vraiment une chouette découverte. En même temps, c'est chez Les Malins. Les éditions Les Malins, j'aime beaucoup. Absolument, sont très habiles. On voit vraiment qu'ils ont travaillé bien avec les créateurs et créatrices pour arriver à quelque chose de bien dynamique, de bien habile et tout ça. Donc, vraiment, là, c'est peut-être pas un coup de cœur, là, mais quand même, super, une super lecture pour les super pouvoirs. Alors voilà. Ensuite, comme annoncé, j'ai fini par lire le fameux Renversante de Florence Hinkel ou Hinkel. C'est chez l'École des loisirs aux éditions 9. Puis en fait, j'ai réalisé par après, puis je vous avais dit que c'était le souffle des mots qui m'avait fait cliquer un peu sur cet opuscule-là. Puis j'ai réalisé qu'elle en avait parlé 2 fois, puis je pensais que c'était comme 2 éditions de la même chose, mais en fait, ça c'est comme le tome 1, entre guillemets, de cette série-là. Et il y en a un second qui va se passer un peu plus tard, donc quand les 2 personnages principaux vont avoir vieilli. Donc, je vais commencer heureusement par le bon. Et comme je vous disais, c'est dans un... Ça se déroule dans un monde où, en fait, c'est une société matriarcale. Donc,
Depuis la nuit des temps, les femmes sont au pouvoir, les femmes décident, les femmes sont omniprésentes dans l'histoire. Ce sont les hommes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants parce que, bon, les femmes les ont portés dans leur ventre pendant 9 mois, alors ils ne vont pas en plus s'occuper des enfants par la suite. Donc, vous voyez un peu c'est quoi la piste de solution. Et on va suivre cette fois-ci Léa et Tom, qui sont des jumeaux. Et c'est le père de Léa, qui est un antisexiste, donc j'imagine l'équivalent d'un féminisme, mais version dans un monde où tout est renversé, donc où c'est une société matriarcale, et les groupes, en fait, le genre un peu discriminé est le genre masculin. Et il va faire réfléchir à sa fille, il va lui dire, essaie de penser au monde comme si tu étais dans la peau de ton frère, Tom. Euh, Comment tu te sentirais? Donc là, elle va aborder plusieurs sphères, entre guillemets, de la société, un peu comme si c'était juste une petite réflexion, un petit devoir. Je trouve ça quand même intéressant, bien évidemment. Bon, il y a la partie histoire depuis la nuit des temps. Ensuite, le côté euh, il y a des sports qui sont, on dirait, réservés aux filles, puis les gars aimeraient ça les faire, mais ils peuvent pas. Il y a des couleurs que tout le monde porte, le rose, mais un gars qui veut porter une fille qui veut porter du bleu, elle va avoir l'air d'un garçon manqué. C'est en fait une vraie fille manquée, je m'excuse, je le pense à l'envers. Évidemment, il y a le harcèlement, tout le côté harcèlement, violence sexuelle, c'est renversé. Donc, c'est le frère de Léa, Tom, qui raconte à Léa qu'il a déjà vu une exhibitionniste qui lui a montré tout son corps, puis ne savait pas où se mettre, ne savait pas quoi faire. Il y a des petites chouettes intéressantes ici, un peu le cerveau féminin versus le cerveau masculin. Puis on est vraiment dans les renversements des préjugés qu'on peut avoir par rapport au besoin de bouger, versus l'aisance en langue plutôt qu'en mathématiques. Donc, évidemment, à ce moment-là, tout est inversé comparé à ce qu'on a comme projet dans notre société actuelle. C'est super chouette. On est vraiment à travers les yeux de Léa avec des interventions de Tom et de son père et de la mère de Léa, qui, elle, est une femme qui travaille, qui supporte son mari comme dans ses démarches antisexistes, mais qui a quand même un peu un côté représentatif de la société, comme quoi elle aussi, des fois, elle trouve que les hommes revendiquent trop, puis en même temps, elle supporte son mari, mais bon, enfin. Donc, je trouve ça, c'est vraiment intéressant, c'est super bien fait, puis oui, c'est sûr que c'est un roman jeunesse, c'est la collection 9, absolument, c'est du 9-12, mais c'est sûr que j'aurais tendance à dire, ben, pour la réflexion, oui, 9-12. On voit quand même les choses venir, puis on comprend rapidement quelle est la formule, mais en même temps, même comme adulte ou comme outil de réflexion, c'est super chouette. Ça souligne vraiment, en fait, des biais de la société, puis comment un tel biais, que ce soit, là, dans ce cas-ci, c'est le genre masculin qui est le genre moins présent dans la société, dans les positions de pouvoir. Mais, dans le fond, peu importe le genre, là, dans le fond, c'est juste que ça nous fait vraiment prendre conscience de c'est quoi la dynamique, comment ça se fait qu'on arrive à passer par-dessus le fait qu'il y ait un genre dominant, entre guillemets, dans la société, puis qu'on passe par-dessus ce que ça a comme impact sur le genre qui n'est pas dominant. Ou, par exemple, peut-être, je sais pas moi, les communautés culturelles qui sont pas présentes, ça peut s'étaler sur différents points de vue, puis je pense que justement, c'est ça le but. Donc, c'est excellent. Moi, j'ai trouvé ça vraiment parfait. C'est une petite plaquette, ça fait 94 pages, ça se lit tout seul, c'est vraiment à découvrir, c'est un incontournable. Puis ils poussent même l'exercice très loin. À la fin, ils vont dire un peu d'histoire, donc on a une ligne de temps ici, et il y a quand même eu des avancées significatives dans la lutte pour les droits des hommes, parce que bien sûr, ici, on est dans le fait où c'est les hommes qui luttent pour leurs droits, depuis un siècle et demi. Mon père nous a appris quelques dates importantes, donc on est vraiment avec Léa. Puis on a toutes les étapes, en fait, que nous, on connaît comme étant en fait, en France, parce que ça se passe en France, donc c'est pas les mêmes dates non plus que pour nous, mais comme étant des dates où il y a eu justement des avancées concernant les droits de notre côté des femmes. Mais là, c'est vraiment transformé en hommes. Donc, la mixité des écoles, le droit de vote, bien entendu, mais aussi le contenu des diplômes d'études supérieures qui pouvaient donner justement accès à d'autres études alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, ça va comme ça là, jusqu'à pendant un bon moment en ligne du temps. Donc, je trouve que c'est vraiment parfait. Puis à la fin, ça dit à toi d'écrire l'histoire de demain. Donc, c'est un livre sur la prise de conscience et la prise de conscience, peu importe son genre. En fait, qu'on soit dans le genre qui est omniprésent ou dans le genre qui ne l'est pas. Et comment soit s'assurer
de, de revendiquer ses droits le cas échéant ou de devenir un allié de celles et ceux qui revendiquent leurs droits. Donc, je trouve que ça s'applique à plein de sphères. C'est vraiment ludique, c'est super humoristique. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et j'apprends en fait en lisant qu'en effet, il y a un deuxième tome qui s'appelle Renversante. Et on va retrouver Léa et Tom ils sont devenus adolescents. Et j'ai l'impression, ben, de ce que je comprends, c'est que ça va aborder d'autres thématiques. C'est ce que j'ai lu dans les petits résumés, qui sont plus liés à l'adolescence, puis que nous ici, ça va être nous ici, comme si c'était un monde qui existait. C'est pour vous dire à quel point c'est bien fait. Parce que dans ma tête, c'est quelque chose qui existe, une réalité qui existe. Dans le fond, de nos jours, nous, dans la situation actuelle, qu'est-ce que les femmes vont avoir à vivre à l'adolescence, plus particulièrement, j'imagine, avec le changement du corps à la puberté. Comme déjà, là, il y a un petit peu une piste qui est lancée par rapport au fait quand justement le fameux Tom raconte à sa sœur Léa qu'il y a eu l'exhibitionniste, puis que là, il ne savait pas trop où se mettre, puis qu'il s'est sauvé, puis là, Léa lui dit, ben si tu veux, je vais t'accompagner, puis si tu veux, tu n'es pas obligé de repasser par là, puis que Tom dit, ben non, mais je ne m'empêcherai pas d'aller à des endroits juste parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de contrôler leurs pulsions et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai adoré. Ça a été une super lecture. Et ce sera la dernière de ce vlog, parce que bon, on est rendu quand même pas mal lundi soir, et je vais devoir vaquer à mes occupations. Mais j'espère que l'expérience vous a plu. C'était encore été une semaine un peu sous le thème de Mars au féminin. Mais j'adore ça. J'ai eu vraiment des découvertes. Là. Je découvre des autrices. Je suis complètement... je suis dans une bonne lancée. J'ai pas toujours cette énergie-là, mais là, je trouve que ce défi-là me permet vraiment de m'épanouir comme lectrice dans le sens où c'est des contraintes minimes. Donc, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça me donne envie, comme je vous disais dans un vlog précédent, d'explorer puis de me dire, ah, je vais explorer. En même temps, ça va répondre à des catégories, récompense immédiate. Ça m'a permis vraiment de sortir de ma zone de, pas de confort, mais dans ma zone de prévisibilité, disons. Et puis, j'adore ça. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, mais merci Fluent Books. Je trouve ça tellement un chouette défi. Alors, écoutez, ben, je vous souhaite pour la semaine qui s'en vient, encore une fois, de belles lectures, bien entendu. Si vous êtes dans cette énergie-là, s'il fait trop beau, ben, n'oubliez pas qu'il y a des livres audio, hein, bien sûr. Moi, c'est ce que je vais sans doute faire. Et puis, ben, n'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir en commentaire. Si vous voulez vous abonner, je vous dis ça comme ça, mais là, je vous souffle à l'oreille qu'il y a une petite vidéo surprise qui s'en vient. Donc, si vous vous abonnez, vous allez avoir la petite alerte qui va vous dire à quel moment la vidéo va sortir. Mais sinon, ben, écoutez, vous pouvez venir revisiter la chaîne quand vous voulez, bien entendu. Puis, ben, je vous remercie d'avoir passé ce moment-là avec moi. C'est toujours un plaisir. Puis, ben, je vous dis à la prochaine!